Alors l'idée là maintenant pour nous, c'est pour moi pas tellement que je vienne vous parler, mais plutôt qu'on parle ensemble. Mais avant qu'on puisse échanger, on va peut-être partir de là d'où je vous parle, pour que ensuite je puisse moi vous rejoindre. J'ai eu un échange avec Agnès Castel qui m'a fait part de qui sont les médiateurs de l'éducation nationale. Je vous avoue humblement que avant cette invitation, je ne vous connaissais pas spécifiquement. Et déjà, je vous fais part de mon admiration de savoir que vous avez toutes et tous eu une carrière dans l'éducation nationale, qui sont donc des métiers engageants personnellement et professionnellement, et que vous avez choisi de continuer de vous engager en faveur de cette grande œuvre qui est l'éducation et en faveur des enfants. Et puis, vous avez aussi choisi cette posture de médiateur que moi je connais bien, mais qui n'est pas la même que la vôtre, puisque je suis médiatrice familiale depuis une quinzaine d'années. Donc, je m'appelle Anne-Marion Decailleux, je suis avocate en droit de la famille. Au départ, c'est ma profession de base. J'ai prêté serment en 1998, il y a un petit moment déjà. Et les droits de l'enfant avaient 9 ans seulement, puisque figurez-vous que les droits de l'enfant, on a l'impression que c'est une évidence, mais en réalité, ils sont nés en 1989, c'est-à-dire après nous. Et il y a donc 16 ans, constatant que ce n'était pas très évident d'accompagner les familles avec le système judiciaire, je me suis formée à la médiation et j'ai vraiment à cœur aujourd'hui d'être dans une posture d'écoute, que ce soit dans mon métier d'avocat ou dans mon métier de médiatrice. Et puis à partir de 2016, on a vraiment fait la promotion de la résolution amiable des conflits familiaux et il y a un courant en droit qui a été initié, et je fais partie des initiateurs, pour que les enfants soient mieux entendus, y compris pour la résolution amiable des conflits familiaux. Et c'est dans ce cadre qu'on a commencé à réfléchir sur comment pourrait-on mieux entendre les enfants dans les séparations parentales et dans les divorces, surtout dans des dossiers où il n'y a pas de juge, puisque déjà l'audition judiciaire posait quelques questions, mais en plus quand il n'y avait pas de juge, il n'y avait pas d'écoute de l'enfant. Donc, le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, on l'a initié il y a 10 ans, autant dire avant-hier, hier même, et c'est vraiment dans le courant de l'émergence de cette mise en place effective des droits de l'enfant. On a monté une formation pour apprendre aux professionnels de l'enfance, que ce soit des juristes, des membres de l'éducation nationale, du secteur social ou du secteur de santé, à écouter les enfants. Il y a maintenant 2 diplômes universitaires qui existent, qui sont dédiés à l'apprentissage des compétences théoriques et pratiques de l'écoute des enfants. Ça s'appelle diplôme universitaire des auditeurs d'enfants. Et il y a aussi 2 associations d'auditeurs d'enfants. Sur quel terrain on marche, nous, et vous aussi, dans cette affaire de l'écoute des enfants. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, c'est le droit numéro 1 de l'enfant, celui d'être écouté. Et c'est vraiment, moi je commence toujours par là, le droit, parce que c'est du solide. C'est du solide, c'est matériel, c'est réel, c'est tranchant, ce sont des actes, c'est la loi. Et donc quand on écoute les enfants, c'est pas seulement, c'est aussi pour qu'ils se sentent bien, c'est aussi pour qu'ils s'épanouissent, mais c'est aussi pour qu'ils aient un sens de leur propre dignité, mais c'est avant tout parce qu'ils en ont le droit, et que c'est un droit qui est opposable aux États, aux juridictions, aux professionnels de l'enfance, aux institutions. Pourquoi? Ça veut dire quoi que les enfants ont le droit d'être écoutés? Le point de base, c'est l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui dit que dans toute décision qui concerne un enfant, on doit faire passer son intérêt d'abord. C'est le droit fondamental de l'enfant que, quand on doit prendre une décision entre l'intérêt de l'institution ou de son parent et l'intérêt de l'enfant, on va d'abord chercher à servir l'intérêt de l'enfant. Pourquoi? Parce que c'est le plus vulnérable. Parce qu'au fond, la société, elle est organisée autour de lui. Parce qu'il y a non seulement de l'amour, mais c'est aussi, ça engage, évidemment, on le sait, notre avenir, son avenir.
Donc l'intérêt de l'enfant prime sur celui de l'adulte ou sur celui de l'institution qui s'occupe de lui. Et pour connaître l'intérêt de l'enfant, parce que l'intérêt de l'enfant, ça veut tout dire et ça veut rien dire, hein. C'est l'intérêt de l'enfant, chacun voit midi à sa porte. Il est de l'intérêt de l'enfant qui voit son père, il est de l'intérêt de l'enfant qui ne le voit pas. Dans des dossiers familiaux, on pourrait se battre pendant des siècles sur cette idée-là et tout le monde aurait tort, tout le monde aurait raison. Donc, c'est pas facile. On va devoir aller rechercher un certain nombre d'éléments sur l'identité de l'enfant, sur ses besoins, sur sa spécificité. Et surtout, et ça c'est le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies qui nous l'a dit dans 2 observations extrêmement intéressantes, numéro 12 et 14, je vous enverrai les liens, parce que ce sont des petites bibles de l'écoute de l'enfant, en plus c'est très concret. Et eh bien, les comités des droits de l'enfant des Nations Unies nous disent, pour connaître l'intérêt de l'enfant, il y a une seule chose à faire, c'est qu'il faut l'écouter. Et ce principe-là, qui est donc un principe légal, qui est repris dans les textes internationaux, européens et français. Dans les textes sur l'autorité parentale, il est dit que les parents doivent associer l'enfant aux décisions qui le concernent. Eh bien, ce droit repose sur un postulat qui est un changement de regard, et ça c'est vraiment la révolution des droits de l'enfant, c'est que la parole de l'enfant est intéressante, qu'elle est crédible, qu'elle est importante et qu'elle donne de l'information. Et ça, c'est une chose à laquelle on n'est pas toujours complètement habitué. On n'est pas formé à ça, on n'est pas éduqué à poser ce regard de l'enfant. On est encore beaucoup, et c'est normal, parce que la présence des enfants nous touche, mais on a tendance à être dans une attitude très protectrice et où on va avoir tendance à considérer que ce sont nous, les adultes, qui devons décider, qui savons mieux, qui devons analyser, qui devons guider, qui devons protéger. Et ça fait partie des freins à l'écoute des enfants. Le deuxième frein à l'écoute des enfants, qui est un frein culturel, c'est qu'on est les héritiers d'une société qui est très, très hiérarchisée. Et si l'enfant, on l'a appelé mineur, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il est un peu petit, il compte pas beaucoup. C'est pour ça que moi, personnellement, j'utilise assez peu ce mot. Et il y a un courant, d'ailleurs, dans la profession d'avocat pour dire droit des enfants, avocat d'enfants, écoute de l'enfant, audition d'enfant. Et le mot mineur commence un petit peu à être mis de côté. Et c'est une bonne chose, parce que derrière les mots, il y a un état d'esprit. Alors, une fois qu'on a dit, ok, c'est bien, il y a le droit de l'enfant d'être entendu, il y a une conduite de changement à faire sur le regard qu'on pose sur la parole de l'enfant, eh bien, il y a à regarder un petit peu très concrètement comment ça peut se faire, cette chose-là. Et là, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais il y a à peu près tout à faire. C'est une bonne nouvelle parce que quand on doit créer des choses très belles, c'est merveilleux et on sait pourquoi on se lève le matin. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de travail. Et il y a beaucoup de travail parce que dans toutes les sphères de la société, il manque ce maillon de procédure, très souvent, qui est cette audition d'enfant, cet espace d'écoute de l'enfant, qui soit suffisamment bien mené et bien pensé pour que l'enfant puisse dire ce qui est important pour lui. Et là aussi, c'est tangible, c'est au-delà du droit d'être écouté, c'est oui, mais on fait quoi, nous, pour que l'enfant soit écouté? Et pour que l'enfant soit écouté, il faut un cadre, un temps, un espace. Alors, je vous entends penser, il faut de l'argent. Ça, je sais, on me le dit toujours, il n'y a pas d'argent, donc c'est pas possible, etc. En même temps, moi, je sais, j'ai entendu que vous étiez bénévole, il me semble, donc c'est quand même absolument remarquable. Et c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on a du temps, hein. Ça, je crois que c'est une croyance sur laquelle on va être d'accord très très vite. Donc il faut un cadre, il faut un espace, il faut un temps et il faut des compétences. Et ce cadre-là, cet ensemble de conditions pour qu'un enfant puisse être écouté conformément à ses droits, parce que écouter ne suffit pas, c'est écouter conformément à ses droits, et le droit dit être entendu pour exprimer librement son opinion, donc le mot librement est fondamental, eh ben,
on le trouve dans assez peu d'endroits au final. En matière judiciaire, c'est les auditions par le juge, c'est pas top top. Il n'y a pas beaucoup de temps, les juges ne sont pas formés, les lieux ne sont pas accueillants. En plus, le juge n'est pas tiers à la décision, donc en fait, il a lui-même son propre prisme. Donc quand il écoute l'enfant, il a déjà plein d'idées préconçues. Dans les établissements scolaires, il n'y a pas vraiment non plus le temps. Il n'y a pas forcément la formation, même si vous avez tous travaillé au contact des enfants. On a beau travailler avec les enfants, on ne connaît pas forcément les choses à dire, à ne pas dire, les attitudes, les postures. Et puis même dans d'autres institutions, que ce soit les associations sportives, que ce soit les villes, que ce soit ceci, cela. Donc comment on va faire, nous? Ce sont des cadres, des maillons de procédure et des personnels dédiés sur lesquels il y a besoin de se pencher. Et j'anticipe, parce que Madame la médiatrice disait que vous n'avez pas l'habitude d'entendre les enfants, et je pense, il n'est pas impossible, je pressens qu'on risque de vous le demander quand même, parce que c'est dans l'air du temps, parce qu'il y a besoin. Donc, c'est une aventure, peut-être, qui se profile pour vous, parce que c'est nécessaire à notre époque, et parce que ce serait conforme aux droits de l'enfant, et si ce n'était vous, ce serait peut-être quelqu'un d'autre avec qui vous parleriez de ce que l'enfant a pu exprimer. Comment on fait pour écouter les enfants? On a peur, en fait, quand il s'agit d'écouter les enfants et qu'on veut bien faire. Parce qu'on a peur de mal faire et on a peur de faire mal. Et le risque, il est réel. Il est réel, à savoir que parfois, il vaut mieux ne pas entendre un enfant que de mal l'écouter. Et ça pour deux raisons. La première, c'est que pour l'enfant, c'est une blessure personnelle quand il a pris le risque de s'exprimer et qu'il n'a pas été entendu ou que sa parole a été transformée, et on est tous de bonne foi, on transforme la parole de l'autre de bonne foi, on le sait, vous êtes médiateur, vous êtes formé, vous le savez, on a nos biais. Mais donc pour l'enfant, c'est encore plus tragique parce que lui, il n'a pas de recours contre ce qui sera fait de sa parole. Et puis donc il peut y avoir une blessure à l'enfant, il peut y avoir des conséquences. Donc c'est vrai que c'est pas une petite affaire. Et en même temps, ce qui est formidable avec les enfants, c'est qu'on peut se rassurer. Il y a une neuroplasticité extraordinaire qui fait que l'enfant est une machine à s'adapter et que, en fin de compte, quand on a été maladroit, on peut toujours corriger. Donc ça va aller. Moi, la première chose que j'ai envie de vous dire, si vous avez envie ou si vous avez à écouter les enfants, c'est que ça va aller. Et ensuite, c'est simple dans l'idée, c'est que moins vous en ferez et mieux ça se passera. Et ça, c'est la question de l'écoute. Et ça, ce principe-là, il vaut à tous les âges, et encore plus avec les enfants. C'est-à-dire, l'enfant, c'est le rejoindre, c'est s'asseoir à côté de lui, et pas avec une table entre les deux. C'est, être chouette, être souriant, dédramatiser absolument la situation, parce que si vous avez l'air sérieux, parce que votre peur est sur votre visage, vos freins, vos inquiétudes qui seront légitimes, lui, il va le sentir. Et comme c'est une machine à s'adapter, il va se dire, oula, il y a un loup, qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà, plus vous irez le rejoindre dans qui il est en fonction de son âge et de sa maturité et de sa personnalité, et mieux ça va se passer. Ça veut dire pas, au départ, il n'y a rien d'autre à faire qu'à faire connaissance. C'est qui cet enfant qui vient à vous? Et un enfant qu'il est, alors je ne sais pas si on vous demandera d'entendre des petits, mais qu'il est, mettons, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, quand on s'intéresse à lui, c'est comme les adultes, il est trop content. Et en réalité, ce regard-là, cet intérêt, ce sourire, cette chaleur que vous allez pouvoir lui donner et cette disponibilité, il le trouve très rarement. Donc rien qu'un entretien avec un enfant où on pose un regard sur lui, on a dans les yeux la confiance qu'on a dans ce qu'il va pouvoir dire, on accueille,
on essaie de mettre un petit peu de côté nos jugements intérieurs, etc. On les voit passer, mais on n'en fait rien. Et on continue et on le valorise. Même un entretien d'1 heure, comme ça, avec un enfant, je vous assure, ça peut changer sa vie. Et donc, encore une fois, moins vous en ferez, moins vous chercherez à être intelligent, à avoir la bonne interprétation, et mieux ça va se passer. Donc, un entretien avec un enfant, on ne peut pas poser à un enfant la question directe qui pourrait vous préoccuper. Est-ce que ton parent t'a fait mal? Est-ce que ton camarade t'a fait mal? Est-ce que ça peut pas fonctionner? Donc, au début de l'entretien, c'est simple, et ça, je vous renverrai aux travaux de Mireille Cyr et de Philippe Jamet qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Je vais vous apporter un bouquin, j'ai oublié tout le monde. Il y a un accueil. On instaure un climat. On ouvre un espace. Ensuite, on fait connaissance. Et franchement, c'est intéressant pour tout le monde. C'est intéressant pour l'enfant parce qu'il a quelqu'un qui est là authentiquement pour lui et qui s'intéresse à lui dans un cadre désintéressé d'un résultat. On ne cherche pas la réponse à une question. On fait connaissance. Et on le valorise et on discute sur toutes les sphères de sa vie, c'est-à-dire pas seulement éventuellement l'objet du conflit ou l'objet du problème. C'est où est-ce que tu vis, c'est comment ta journée, c'est quoi ton sport préféré, c'est quoi ton truc que t'aimes bien comme matière. Même vous pouvez vous permettre de rigoler un peu avec lui sur ce qu'il vit à l'école et qui serait pas cool. Bon, je pense que voilà, c'est pas grave si l'enfant a des critiques à émettre, on reçoit, on peut dire bah oui, moi je connais bien l'école, j'y ai passé ma vie. Là, l'enfant risque de vous regarder comme ça en disant bon. Et de privilégier les questions ouvertes parce que tous les êtres humains sont suggestibles, tous les êtres humains sont influençables. On peut mettre des idées dans la tête de tout le monde. C'est sur ça que repose le débat démocratique. Hein. Le débat démocratique repose sur le fait de faire passer des idées dans la tête des personnes. C'est normal. Mais avec l'enfant, il y a une suggestibilité qui est un petit peu accrue parce que, par définition, l'enfant connaît sa vulnérabilité et il va avoir envie que vous l'aimiez, que vous le trouviez chouette, que vous le traitiez bien. Et donc, attention aux questions suggestives, attention aux questions dans lesquelles la réponse est déjà présente. L'enfant va avoir envie de vous faire plaisir et va choisir en se demandant est-ce qu'il a envie que je dise oui ou est-ce qu'il a envie que je dise non. Donc, c'est pas est-ce que il s'est passé ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. Et puis ensuite, vous pouvez poser quelques questions précises sur des sujets qui vont vous préoccuper. Donc, attention à ne pas suggérer les réponses dans vos questions. Il y a des travaux qui ont été faits sur la mémoire de l'enfant. Si vous mettez la réponse dans la question, le taux d'erreur est vraiment très important. Pourquoi? Parce que ça vient faire appel à une zone de la mémoire qui est moins fiable. Il y a la mémoire de rappel, il y a la mémoire de reconstitution. Si vous dites est-ce que la voiture était jaune ou verte, il va dire soit jaune, soit vert. Et la zone de la mémoire qui va être activée, qui permettrait de dire qu'elle était orange, ne va pas. C'est vraiment neurochimique cette chose-là. Donc il vaut mieux susciter des récits, dire qu'est-ce qui s'est passé, explique-moi. Donc vous pouvez poser des questions plus spécifiques à condition donc, de faire attention à la suggestion et aux questions fermées. Et pour que ça fonctionne, il y a encore un autre besoin, c'est de commencer par poser le cadre et d'expliquer en transparence et en loyauté à l'enfant qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi il est là, quel est l'enjeu de ce temps d'audition, qu'est-ce qui sera fait de sa parole, est-ce que vous allez la garder confidentielle, est-ce que vous allez la partager, est-ce que vous ferez un compte-rendu oral ou un compte-rendu écrit, est-ce que ce compte-rendu, c'est lui qui va décider ce qui sera dedans ou c'est vous qui allez décider ce qui sera dedans? Si c'est vous qui décidez, c'est un procès-verbal.
ou une expertise. On n'est pas dans l'écoute libre de l'opinion de l'enfant. On est dans un rapport fait par un adulte qui va donner son opinion à partir d'une parole de l'enfant. C'est pas du tout la même chose. Et ce qui va être important pour l'enfant, c'est si vous pouvez de respecter ce que lui voudra dire dans la restitution que vous ferez, mais peut-être qu'on vous demandera de faire des rapports et vous devriez prévenir l'enfant que vous êtes missionné par l'institution, par l'établissement, pour pouvoir dire aux autres ce qu'il a à dire. Mais vous entendez bien, je ne sais pas si c'est clair pour vous, que dans un cadre, vous êtes au service de la parole de l'enfant et au service de son expression, et qui doit pouvoir contrôler ce que vous allez transmettre. Dans l'autre cadre, vous êtes au service de l'institution et vous faites une forme d'enquête. Ce n'est pas du tout le même geste. Alors évidemment, nous, auditeurs d'enfants, on est dans un cadre de confidentialité, ce qui veut dire que c'est l'enfant qui décide de ce qu'on va transmettre de sa parole. Cette confidentialité a évidemment comme limite le danger ou la violence. On n'échappe pas du tout à l'obligation de signalement quand un enfant est en danger ou victime de violence. Donc, les parents sont prévenus avant l'audition en disant on est là pour l'enfant, c'est confidentiel, vous ne saurez pas, ce qu'il m'a dit qu'il ne veut pas vous dire. Mais évidemment, quand un enfant est en danger ou victime de maltraitance ou de violence, il y a un devoir de signalement, alors, en tout cas pour moi au parquet, et pour vous, il y aura peut-être d'autres procédures à mettre en place. Sur cette question de signalement, ça mérite aussi une petite formation spécifique, parce que il y a des personnes qui disent quand on fait un signalement, il faut absolument le dire à personne, il faut absolument cloisonner, il ne faut pas prévenir. Il y a un petit peu de connaissances à acquérir sur cette démarche-là pour qu'elle soit efficiente. Les mots qu'on choisit, à quel service on écrit, qui on prévient. Donc tout ça, ce sont vraiment des cadres à penser, à poser, à réfléchir. Nous, les auditeurs d'enfants, on a une posture, donc on est missionné par des parents, ou je sais pas, une association par exemple. On est dans un cadre où la parole, il y a la confidentialité, c'est l'enfant qui décide de ce qui sera dit. Il y a l'impartialité, on ne va pas défendre l'enfant et on ne va pas défendre non plus l'institution, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire à l'enfant, tu sais, tes parents ont raison, et on ne va pas dire aux parents, vous savez, il faut écouter votre enfant. On est au soutien de l'expression, mais on n'est pas au soutien de l'enfant. C'est l'impartialité. On est neutre, c'est-à-dire qu'on ne donne pas notre avis, on ne fait pas de préconisation. Et voilà, je dis à peu près l'essentiel de ce que j'avais à vous présenter. Merci beaucoup pour ces éléments très précieux qui nous permettent de mettre en perspective votre expérience, vos connaissances et nos pratiques et nos questionnements de médiateurs dans les différentes fonctions qui sont les nôtres. Nous allons bien sûr faire circuler le micro. Je me permets aussi de préciser à nos collègues en ligne que toutes les questions peuvent être reliées sur le chat et que bien évidemment je les poserai en votre nom à Anne-Marion de Cailleux. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Dans le cadre des médiations, on parle beaucoup de reformulation de la parole. Vous n'avez pas du tout parlé de reformulation. Est-ce que ça veut dire qu'on ne reformule pas la parole des enfants ou pour s'assurer qu'on a bien compris de ce qui est dit ou est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez aussi? Je pratique tous les outils d'écoute active. Donc, comment ça se passe quand... D'abord, je parle avec chacun des parents individuellement parce que ce que je crois avoir oublié de vous dire, c'est que pour que l'enfant s'exprime, il faut savoir de quoi on parle et donc il a besoin de recevoir des informations sur ce dont il s'agit, pourquoi il est là. Donc déjà, il y a cette première écoute active avec chacun des parents avec qui j'ai un entretien séparé. Et puis l'enfant, oui, il y a de la reformulation, il y a du résumé. Il y a de la validation, il y a des questions de clarification. Avec les moins de 11 ans, les cartes sur les émotions, les besoins, c'est très très utile
parce qu'ils n'ont pas forcément le vocabulaire spécifique que nous, on possède. Et quand un enfant vient dire maman nous pourrit la gueule ou papa se met en colère, c'est un peu genré, mais ne prenez pas ça pour un stéréotype. Hein, j'aurais pu dire dans le sens inverse, les deux existent. Il y a besoin de savoir ce que ça veut dire. Et ces petites cartes, moi je les ai testées avec une petite de 6-7 ans. Et entre tendu, énervé, en colère, hystérique, vous avez les dessins qui montrent comment le petit personnage et l'enfant c'est très bien montré. Ce que j'aime bien faire aussi moi avec les enfants, c'est de leur demander de mimer. D'abord parce que ça leur permet de bouger. Et les enfants, ils aiment bien bouger, etc. Donc vas-y, on se lève. Et puis bon, d'accord, donc quand papa est en colère, vas-y, fais-moi la scène. Et ça donne quand même pas mal d'informations. On peut faire ça sur un ton un petit peu pas dramatique. Et on creuse, oui, il y a quand même des questions de clarification. On aide l'enfant à trouver les bons mots. Il y a aussi des cartes, je ne sais pas si vous pourrez voir ce matériel, mais sur les besoins, par exemple, il y a un jeu de cartes, je ne sais pas, 100 besoins, un truc comme ça, j'ai besoin de tranquillité, de silence, de sécurité, de câlin, de consolation, etc. Et un enfant ne va pas arriver à l'entretien avec la liste de ses besoins. Il ne sait même pas qu'on va lui demander, en fait. Et donc, il voit le jeu et de lui-même, il trie. Et là, franchement, c'est palpable, c'est clair, quoi. Et même, ça lui fait du bien de se rendre compte qu'il a pu découvrir qu'il avait des besoins, que ça intéressait quelqu'un, qu'il y avait des mots pour ça. Et ça lui fait vraiment, vraiment du bien. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'abord, c'est de commencer par accueillir, puis poser le cadre, vraiment vérifier que l'enfant comprend ce qui se passe. Et c'est l'empowerment de l'enfant, de lui expliquer pourquoi il est là et ce qui sera fait de sa parole pour qu'il puisse choisir. Parce qu'on demande rarement aux enfants de choisir. Et puis après, oui, tous les outils d'écoute active, ça marche vraiment bien. Moi, merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. Alors, moi, j'avais plusieurs questions très pratico-pratiques. Déjà, dans votre pratique, vous auditionnez seuls les enfants. Ça, c'est parce que dans nos pratiques, en tout cas dans mes anciennes fonctions, où on procédait à des enquêtes administratives et on était amené à auditionner des enfants. Très rarement, mais on était quand même amené sur des questions, par exemple, de harcèlement, voire même suite à des dysfonctionnements, jamais seul. C'est-à-dire que nous, on conseillait donc de jamais effectivement auditionner, de toute façon, quelles que soient les personnes, enfants ou agents ou parents, jamais seul. Donc, on était toujours minimum 2. Donc, c'est votre retour qui m'intéresse. Et puis ensuite, sur justement votre regard, parce que là, on est dans une sphère un peu différente, votre regard sur la nécessité d'information ou d'autorisation des parents, voire même présence ou non des parents lorsqu'il y a à auditionner les enfants. Voilà. Désolée de ces traits. C'est très bien. Alors, en fait, ça va un peu dépendre de pourquoi on entend l'enfant. Et ça dépend un peu de l'enjeu du recueil de sa parole. Et ça, dans la sphère judiciaire, juridique, on l'a aussi. Est-ce qu'on veut connaître la vérité ou est-ce qu'on veut que l'enfant puisse avoir exercé son droit de participer à une prise de décision? Dès qu'on est dans un enjeu où il y a quelque chose de pénal, le harcèlement, la violence, etc., il y a un enjeu de vérité. Et donc, on peut se dire, enfin, on comprend que dans les procédures, il y ait besoin qu'il y ait 2 personnes, et aussi avec une pluridisciplinarité éventuelle. Moi, mon cadre, il est plutôt de permettre à l'enfant de s'exprimer, mais ça vaut aussi dans des questions d'orientation, de discipline, dans quelle classe l'enfant va être, enfin toutes les 1001 questions qui se posent dans l'éducation nationale autour de la vie de l'enfant à l'école. Moi, j'ai tendance à préférer qu'il y ait un seul interlocuteur parce que je trouve que l'enfant face à 2 adultes, c'est complètement déséquilibré. Déjà, face à un adulte, c'est pas facile, mais alors à 2, c'est vraiment difficile. Je sais qu'il y a des expériences qui ont été faites en Belgique avec le juge plus un psy.
bon, pourquoi pas, mais ça reste très impressionnant. Donc, ça dépend de ce qu'on cherche. Ça dépend du but. La deuxième chose, l'autorité parentale. Alors, le droit de l'enfant d'être entendu, c'est un droit de l'enfant. Donc, l'enfant a droit à un avocat, par exemple. Nulle part, l'avocat va recevoir l'enfant avec ses parents. C'est vraiment opposable. Et le droit de participation, à mon avis, il devrait être opposable aux parents. Maintenant, c'est pas clair dans la loi, donc on prend un risque. Nous, en audition conventionnelle, on a posé que les deux parents devaient être d'accord. Ça veut dire quoi dans les établissements? Moi, ce que j'imagine, c'est que peut-être en début d'année, mais moi, je n'ai pas de conseils à donner ni de trucs à suggérer, c'est peut-être en début d'année faire passer une autorisation générale qui passe un peu comme ça et qui permette qu'il y ait une autorisation pour l'année, que l'enfant soit entendu pour les besoins de je ne sais pas quoi, des décisions à prendre en ce qui le concerne, et que ses parents soient là, bah, surtout pas, si je peux me permettre. Non, il n'y a pas de droit à l'autorité parentale, et c'est un... Nous, pour vous raconter une anecdote, donc on a fait un colloque, l'association que je préside au mois de novembre, et on a cherché à recueillir des témoignages audio d'enfants qui avaient été auditionnés par des juges, des policiers, des personnes du secteur de la protection de l'enfance, etc. Et on a trouvé, j'ai des consoeurs qui avaient trouvé, avocates de mineurs, qui avaient trouvé, qui avaient trouvé des enfants qui étaient d'accord pour témoigner, sauf que les parents n'ont pas voulu. Et moi, j'étais dingue parce que je me suis dit, mais voilà, en fait, on met sous cloche, quoi. Il y a vraiment des freins. Donc, bon, bah, on n'a pas été outre. On n'a pas voulu avoir d'ennui. Mais c'est embêtant. Il y a une petite chose qui me gêne depuis tout à l'heure. Ouais. Droit à être entendu, ça veut dire que l'enfant souhaite être entendu. Oui. C'est pas tout à fait la même chose que droit à être auditionné. Je pensais à ce cas que j'évoquais tout à l'heure avec vous, où la maman donc avait contacté le médiateur pour se plaindre du fait qu'on avait entendu son enfant sans elle, alors, et que ce qui était ressorti du compte-rendu, probablement que le chef d'établissement avait fait aux parents, il était ressorti des choses très différentes de ce qu'elle voyait et entendait de son enfant. Et que donc elle pensait qu'elle aurait pu être au moins avertie et au moins éventuellement présente. Et dans ce cas-là, mon premier réflexe, c'est de dire oui, si l'enfant a le droit d'être entendu par les acteurs de l'école, par les adultes. Mais ce que quand même, je me suis fait la réflexion que tout dépend de comment les adultes l'ont entendu, dans quel cadre. Est-ce qu'en gros, ils l'ont entendu pour vérifier que ce que disait la maman, enfin, pour inscrire est-ce qu'on n'a pas entendu l'enfant pour vérifier ce que la maman disait de cet enfant, et l'enfant, comme il est devant des adultes, qui sont ses professeurs ou son chef d'établissement, a peut-être dit des choses à la maman qu'il n'a pas osé dire devant l'équipe de l'établissement. Donc, est-ce que là, pour le coup, le droit à être entendu n'est pas limité aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un cadre à poser qui fait que écouter l'enfant, tout dépend de pourquoi faire, par qui et dans quelles conditions? Et là, pour le coup, l'autorisation des parents, ou en tout cas l'association des parents à cette écoute de l'enfant peut avoir du sens. Non pas les associer parce qu'ils doivent être présents, mais qu'on avertisse au moins les parents et qu'ils puissent expliquer à l'enfant qu'on ne veut pas lui faire du mal. Voilà, Alors c'est très 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 juste, et c'est même absolument clé, ces questions-là. C'est dans quel cadre on entend l'enfant et pourquoi faire. Puisque si je fais le parallèle, par exemple, je ne sais pas si ça va être clair pour vous, mais par exemple, devant le juge des enfants, quand l'enfant est victime ou auteur d'une infraction, l'enfant est partie à la procédure, donc il est convoqué par le juge. D'accord ? Donc,
c'est une audience même. C'est même pas une audition, c'est une audience. On joue vraiment sur les mots. Et d'ailleurs, les textes disent que seul l'enfant capable de discernement a droit à un avocat, ce qui est proprement discriminatoire. Mais bon, devant le juge aux affaires familiales, c'est le juge du divorce et de la séparation, c'est le juge de l'autorité parentale qui se passe normalement mal, on pourrait dire, normalement bien. L'enfant n'est pas partie à la procédure, mais il a le droit de recevoir une audition par le juge. Et c'est l'enfant qui le demande. D'accord ? Cette audition par le juge, elle n'est pas soumise à l'autorité parentale. Bon, donc en fait, quand on fait le parallèle, on commence à apercevoir un petit peu le prisme. Devant le juge aux affaires familiales, on a envie que l'enfant puisse aller parler au juge, s'il en a envie. Devant le juge des enfants, il n'y a pas le choix. Et dans votre institution, c'est un peu la même chose. Il va y avoir des maillons de procédure où l'enfant, il faudra le convoquer, quitte à ce qu'il dise « j'ai rien à dire », parce qu'il ne saura pas quoi dire, et il aura le droit d'être défendu, assisté d'un avocat, de je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, d'un délégué de classe ou qui vous voulez. Et puis, il y a peut-être d'autres procédures où on n'entend pas du tout l'enfant, et où il pourrait être intéressant, et c'est le cas dans vos saisines, je pense, qu'il puisse donner son opinion, faire part de ce qu'il vit, donner des informations. Et nous, ce qu'on dit, c'est ça peut être intéressant qu'il y ait un professionnel tiers à la prise de décision qui recueille d'abord la parole de l'enfant et qui l'aide à s'exprimer aux adultes qui ont besoin de l'entendre. Et c'est ce petit maillon complémentaire, j'ai appelé ça audition, on aurait pu dire, je sais pas, entretien de recueil, ou alors témoignage. Quand on dit témoignage, ça veut dire qu'il parle de ce qu'il a vu. Donc là, c'est un enjeu de vérité. Donc est-ce qu'il parle pour expliquer ce qui s'est passé ou pour parler de lui? Et tout ça, c'est vraiment très subtil, c'est des grosses questions. Donc la présence des parents, l'autorisation des parents, oui. Et encore. Ça dépend du sujet. Exactement, c'est exactement ça. Il y a un gros travail de clarification à faire. Oui. Dylan Nixon de l'Académie de Paris. On remarque de la part des parents une grande méfiance sur les entretiens d'enfants. Vous évoquez à un moment donné une autorisation globale. Alors là, nous, on peut vous dire à partir de nos remontées que ça ne marchera pas. On a déjà du mal à convaincre les parents que les CEN, qui sont ceux qui recueillent très souvent la parole de l'enfant, puissent voir les enfants sans eux. Mais dès que la situation se tend, ils ne sont plus du tout d'accord et ils veulent être informés de tout. Donc ça, c'est une de nos difficultés. En fait, j'avais deux petites questions. Première petite question, vous avez dit que vous ne faites pas de préconisation. Mais alors, qu'est-ce que vous faites de ce que vous avez recueilli? Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième, j'ai vu sur votre titre que vous étiez une association internationale. Est-ce qu'il y a des pays, donc internationalement, où cette pratique est différente, où on pourrait avoir un échange de bonnes pratiques? Quand vous dites, juste mini-réponse, que les parents ne voudront pas que leurs enfants soient auditionnés, en même temps, ce serait le droit de l'enfant de participer aux décisions qui le concernent. Donc, il y a un problème de territoire, on est encore dans une société héritée du Code Napoléon. C'est le Code Napoléon, notre Code civil, c'est le même que celui de 1804. On a changé des petits mots à droite à gauche, on a rajouté des petits textes. Mais en fait, la structure, c'est la même. Et on parle régulièrement de tout refaire, mais c'est quand même important. Donc voilà, il est illégitime ce refus des parents. Ils défendent leur territoire, mais l'enfant, n'est pas leur propriété, en fait. Ensuite, à la dernière audition où j'ai entendu 3 enfants d'une fratrie qui avait une mère qui était auteure de violences psychologiques. Et là, la restitution, je l'ai validée avec eux mot pour mot. On a choisi les mots et en entretien, j'ai lu. J'ai même fait reconfirmer
jours avant en disant on est toujours OK, c'est bien ce que je dis, etc. Et il y avait l'aîné qui voulait être à la restitution, c'était une jeune majeure en plus. Et puis 1 heure avant, elle a dit je peux pas, etc. Donc, voilà. Et la restitution est orale, pourquoi? Parce que la parole de l'enfant, elle varie. Bon, nous aussi, hein, on varie, je pense. C'est bien aussi de temps en temps de se regarder dans comment on se comporte, comment on pense, comment on agit, comment on vit. Et puis les enfants, ils ne sont pas si différents. Donc la parole de l'enfant, elle varie sincèrement. C'est-à-dire que oui, un jour, il va vous dire ça, et puis un autre jour, il va dire ça. C'est pas grave, c'est sa parole à un moment donné. Et le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies dit, du coup, il faut ouvrir la porte à réévaluer de temps en temps pour voir comment la situation évolue. Sur l'international, c'est parce que dans nos promotions d'auditeurs d'enfants du diplôme universitaire, on a depuis la première année des auditeurs de pays étrangers, c'est-à-dire Belgique, Suisse, Luxembourg, Espagne, Québec. Et donc, on s'est dit que ça ferait chic en plus. Ce d'autant qu'il y avait déjà une association nationale qui s'était constituée et qu'on ne voulait pas du tout apparaître comme concurrent. Donc, on s'est dit c'est important de montrer que voilà, on est là. Et au Québec, ils ont une pratique ancienne. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est dans l'éducation nationale au Québec, mais en tout cas, dans la sphère judiciaire et familiale, il y a une pratique ancienne. C'est eux qui nous ont apporté tout plein de procédures amiables pour accompagner les familles en conflit dans des dispositifs dans lesquels les enfants sont entendus. Oui, je voudrais apporter Montpellier, Oui. un témoignage de notre pratique. Nous rappelons, c'est assez rare, mais nous avons à le rappeler qu'il y a un droit des enfants à côté du droit des familles. Nous le notons d'ailleurs chaque année dans notre rapport académique. Parce que nous avons été confrontés à quelques cas assez rares, heureusement, dans lesquels des parents seuls aimant leurs enfants vont se montrer, ou des familles vont se montrer agressives vis-à-vis du chef d'établissement et des responsables administratifs. Oui. Lesquels nous disent parfois, je commence à en avoir marre de cette famille, etc. Et nous leur disons, attention qu'il n'y ait pas une double peine pour l'enfant, qu'il n'y ait pas une décision négative à son égard, parce que sa famille se comporte mal. Donc nous rappelons cela. Autre témoignage, le fait qu'il arrive parfois qu'un parent nous dise que nous avons au téléphone, nous dit est-ce que vous voulez écouter, et mon enfant il a quelque chose à vous dire. Donc on le fait aussi, et plus rarement il arrive qu'un élève nous appelle directement, sans passer par la famille. Voilà donc quelques témoignages. Oui, ça c'est super, et en effet, offrir la possibilité à l'enfant de vous saisir ou de vous faire passer des informations ou je ne sais pas quoi, c'est des choses aussi. On voit qu'il y a des initiatives, vous savez, il y a la boîte aux lettres, je ne sais plus comment ça s'appelle, Papillon, qui est déjà une jolie initiative. L'audition telle que nous, on l'a pratique en matière familiale, moi j'ai observé que c'est un outil de détection de violence ou de danger qui est vraiment important, puisqu'il arrive que des avocats proposent une audition amiable des enfants de leurs clients pour mettre au point les meilleurs accords en vue d'organiser la résidence des enfants dans la séparation, et que j'en reçoive des enfants qui me parlent de claques, de fessées, d'insultes, d'humiliations, des choses absolument terribles, et que les avocats ne soient pas du tout au courant. Parce que il y a souvent un des parents qui est aussi victime à ce moment-là, et souvent ils minimisent, ils veulent aller vite. On parle surtout des aspects matériels, on est dans un truc d'efficacité, et puis on ne veut pas forcément révéler la vérité, parce que il faut protéger les enfants, donc c'est assez paradoxal, parce que pour protéger les enfants, on ne va pas dire la vérité pour ne pas risquer de représailles. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un signalement. Et quand les avocats sont des personnes en qui j'ai confiance, parce qu'évidemment, moi, c'est aussi un peu les avocats que je connais qui me connaissent, je peux en toucher un mot, en tout cas à l'avocat du parent victime, co-victime, pas forcément à l'avocat du parent auteur, ça dépend, c'est toujours un peu du sur-mesure. Mais voilà.
Mettre deux petites questions. La première, est-ce que vous travaillez avec la voix de l'enfant? Première question. Deuxième question, est-ce que vos méthodes d'écoute, d'entretien rejoignent celles de la BPM, de la protection des mineurs? Alors, on ne travaille pas spécifiquement avec la voix de l'enfant, mais on pourrait. On a une auditrice qui est une avocate qui travaille avec cette association depuis des années. D'ailleurs, peuvent adhérer à l'association toute personne morale qui a envie de nous aider à promouvoir la parole de l'enfant. Donc, voilà. On peut faire des partenariats, on peut faire des événements, on peut faire tout un tas de choses, des actions de formation. Et oui, dans le diplôme universitaire, on enseigne ce protocole qui est enseigné justement au service de gendarmerie et de police, qui est le protocole NICHD, N-I-C-H-D. Donc, c'est un protocole qui est intéressant parce qu'il liste vraiment les étapes de cette audition et les questions à poser, à ne pas poser. C'est assez orienté violence. Hein. Il ne faut pas forcément le prendre comme une bible pour tous les entretiens avec les enfants sur des sujets qui ne seraient pas forcément problématiques. Parce que même les enfants qui vont bien ont le droit d'être entendus et ils le méritent. Moi, j'ai tendance à dire au diplôme universitaire que moi, je fais de l'amiable en matière familiale et donc je m'occupe des 80% d'enfants qu'on n'écoute jamais parce qu'on considère qu'ils n'ont pas de problème. Bon, voilà. Donc oui, on enseigne ce protocole, c'est intéressant, c'est une base. Voilà. Je relais la question en ligne de Marie-Christine Puglioli, que vous connaissez, qui nous dit: on a de plus en plus le mot harcèlement qui apparaît dans les demandes de médiation, mais on s'aperçoit que souvent les enfants harcelés ont du mal à parler de ce qu'ils vivent vraiment. Comment, dans le cadre de l'éducation nationale, peut-on accompagner la prise de parole de l'enfant face à ce problème récurrent? Alors qu'on pourrait étendre au-delà du harcèlement, c'est-à-dire aider l'enfant à mettre en mots des choses qu'il vit et qui sont parfois partiellement conscientisées, ou en tout cas qui ne sont pas éprouvées à la mesure de ce que les situations devraient être. Alors, il y a plusieurs aspects sur ce genre de problématique. La première chose, c'est que les enfants sont très peu informés de leurs droits et de qu'est-ce que c'est que du harcèlement, qu'est-ce que c'est que de la violence, qu'est-ce que c'est qu'une insulte, qu'est-ce que c'est que de l'humiliation. Moi, j'avais reçu aussi une petite fille, je ne sais plus quel âge elle avait, 7-8 ans, et je lui avais dit, mais tu sais, les claques et les fessées, c'est interdit. Et elle m'avait dit, c'est pas vrai. Et donc, c'était quand même incroyable. Et on avait aussi recueilli au colloque le témoignage d'une jeune fille qui disait moi, c'est parce que quelqu'un est venu dans ma classe parler du harcèlement que j'ai découvert que mon père me harcelait. Sinon, je savais que j'allais pas bien, mais je savais pas pourquoi. Donc, c'est aussi de l'information à donner à l'enfant dans les étés de manière générale qui va leur permettre de trouver les mots. La deuxième chose, c'est ça, c'est la question qui va se poser pour vous de la confidentialité, et donc c'est la question du cadre. Est-ce qu'on recueille la parole de l'enfant pour faire une enquête, ou est-ce qu'on recueille parce qu'il aura besoin ou envie de dire? Si vous rassurez l'enfant dans le fait que il a le droit de ne pas avoir envie de poursuivre. Enfin, je veux dire, en fait, nous, on est aussi un peu dans une logique faut poursuivre, mais en réalité, c'est pas si clair que ça dans la vraie vie des gens. Parce qu'il y a souvent la victime qui a de la compassion pour son agresseur, parce qu'il y a peur de représailles, parce qu'il y a peur du regard qu'on va poser sur soi. Et ça, c'est jusqu'à un certain point respectable. Moi, j'ai des familles où il y a un des membres du couple qui n'est pas bien traité par son conjoint. Pour lui, il ne portera pas plainte, il n'y aura pas de plainte, il n'y a pas besoin de ça, et c'est respectable. Je veux dire, ça dépend des cas. C'est toute une question de subtilité, de mesure, mais voilà, peut-être aussi voir si... et qu'est-ce qui fait frein pour l'enfant dans son expression? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un manque de mots? Est-ce que c'est la peur des représailles? Et puis l'accompagner. Voilà. C'est vrai que ces révélations viennent aussi dans les situations départ,
De la même façon, et c'est ce que craignent beaucoup les enseignants, c'est le moment de la révélation, parce qu'on a abordé un sujet sur lequel ils se sentent aussi souvent, et que tout d'un coup la parole se libère, parce que l'information est arrivée jusqu'à l'enfant qui découvre qu'il vit des choses qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas habituelles pour d'autres, et qui tout d'un coup a besoin de cette confirmation de dire mais alors ça veut dire que ce qui se passe là, c'est pas vrai, c'est pas juste, c'est pas bien. Et là, on a des personnels qui peuvent être mis en grande difficulté parce que c'est aussi la question de la réaction sur l'instant. On voit bien que quand on se prépare, dans votre discours, vous expliquez à quel point il est important d'avoir posé le cadre, de s'être préparé, d'avoir des compétences, d'avoir les bonnes attitudes, et ça demande un travail sur soi. Et on voit bien l'importance de tout ce que vous disposez pour que cette parole soit accueillie et puisse être exprimée. Et la difficulté de nos personnels, c'est souvent le sur le vif. J'ai juste une petite chose à ajouter à ce que vous dites, c'est que je pense que les auteurs ne se rendent pas non plus compte de ce qu'ils font, en fait. Parce que le harcèlement, c'est un mot valise. En fait, dès qu'il y a quelque chose qui est un peu désagréable, maintenant on l'appelle harcèlement, indépendamment de la définition originelle qui est la répétition qui endommage la santé. Maintenant, dès qu'il y a un mot de travers, on est harcelé, donc on ne sait plus trop. Et par contre, le sur le vif, je sais en quoi c'est un problème. Les professionnels de l'éducation nationale, quelle que soit leur qualité intrinsèque et la formation qu'ils ont pu suivre, peuvent être pris de court et parfois sidérés par des révélations parfois très crues d'élèves qui n'ont pas les filtres. On parlait ce matin de la maternelle, on a des élèves de maternelle qui peuvent tout d'un coup dire des choses qui sont d'une transparence totale et extrêmement déstabilisante pour un élève qui ne s'attend pas à ce moment-là à cette révélation et pas dans cette nudité-là. Oui, mais ça c'est la question de la formation et c'est la question de l'accompagnement du personnel par de la supervision, des groupes d'échange, des formations régulières, je sais pas, des groupes de parole, je sais pas ce qu'il faut inventer, mais ça se travaille. Ça se travaille. Il faut donner des outils et aussi, voilà, vous êtes des catalyseurs vous êtes des catalyseurs en fait. Hein, ça passe par vous, ça passe par votre corps, ça passe par votre personne, et il faut une réaction à quelque chose qui touche. Ça s'apprend. Hein. Il y avait une question. Oui, pardon. Allez-y. On a des adultes pervers, manipulateurs, menteurs. Est-ce qu'on a des enfants qui brûlent dans la farine, qui sont menteurs, manipulateurs? On sent bien une approche très, très humaniste, très rousseauiste chez vous, mais est-ce que par rapport au rapport à la vérité en général, comment vous traitez ce type de profil peut-être? Est-ce que ça existe chez les enfants selon vous? Parce qu'on a des harceleurs aussi. Hein, comment vous traitez ce type de profil si tant est que vous en rencontrez? Ou est-ce que la façon de conduire l'entretien inhibe précisément ce type de stratégie négative, mortifère, etc.? Alors, il y a deux enjeux pour l'école. Il y a l'attention apportée à l'enfant et à l'exercice de ses droits qui fait qu'il mérite d'être entendu, qu'il mente ou qu'il ne mente pas. Parce qu'en France, hein, les adultes ont le droit de mentir, mais pas les enfants, il faut quand même le rappeler. Ça, c'est une réalité. Dans un procès, on a le droit de mentir, il ne nous arrive rien, en fait. C'est d'ailleurs sur ça que ça repose, en fait, un petit peu, mais bon. Ou de transformer, ou de minimiser, ou d'exagérer, ou voilà, sinon il n'y aurait pas besoin de juge, si tout le monde était d'accord sur la vérité. Bon, ça c'est une première chose, c'est l'enfant mérite d'être entendu, qu'il mente ou qu'il mente pas, en tant qu'être humain. La deuxième chose, il y a, si l'enfant ment, c'est rarement par hasard. C'est le choix interne de protection de lui-même ou de protection d'un adulte. C'est l'expression d'un déséquilibre, d'une souffrance. Et on pourrait
se dire qu'il a plus d'excuses qu'un adulte parce qu'il a peut-être eu moins de temps de travailler sur lui, d'une certaine manière. Et puis il a moins la raison. Et après, on a parlé de l'intérêt de l'enfant, mais il y a l'intérêt de l'établissement. Il y a des choses par rapport auxquelles il faut protéger les autres enfants, il faut protéger l'établissement. Et ça, c'est... Mais même un auteur de violence ou un harceleur est souvent un harcelé ou une victime de violence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Et donc ça, ce sont des questions complexes, mais cet enfant-là mérite d'être entendu et respecté dans son mensonge, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour protéger les autres enfants ou l'établissement. Mais voilà, il fait ce qu'il peut en fait, c'est juste ça. Donc c'est juste se rappeler. Ça rejoint ce que je voulais tout à l'heure, enfin j'ai un peu oublié entre-temps, dire quand on parlait des raisons pour lesquelles un enfant ne parle pas, ne dit pas tout, Oui. comme dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, il avait dit des choses à ses parents, mais il ne les avait pas dites à l'école. C'est la notion, donc on n'en a pas parlé, de culpabilité. Quand un enfant est victime de violence, de harcèlement ou d'autre chose, souvent il a un sentiment de culpabilité, c'est-à-dire ce qui lui arrive, c'est aussi de sa faute, entre guillemets. Oui. Il le vit comme ça, Oui. et il n'ose pas en parler parce c'est pas forcément parce qu'il a peur des représailles, c'est parce qu'il ne veut pas en parler, parce qu'il se sent coupable de faire quelque chose qui n'est pas bien. Et quand on parlait de l'enseignement de l'EVARS, l'éducation à la vie affective et sexuelle, ça peut se passer aussi, ça peut arriver aussi qu'un enfant prend conscience tout d'un coup en entendant cette information que ce qui se passe, c'est pas normal, ça ne devrait pas arriver. Alors, soit il le dit brutalement comme une révélation, ah oui, mais alors, bon, mais il peut aussi inversement le refouler encore plus parce qu'il se dit qu'il a fait quelque chose ou il a accepté quelque chose qu'il n'aurait pas dû accepter. Et cette notion de culpabilité, je pense qu'il faut vraiment, dans la parole de l'enfant, en prendre compte, la prendre en compte. Ça explique beaucoup, et y compris des mensonges peut-être. On dit à l'enfant, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu dis que, non, pas du tout, non, il est dans le déni ou le mensonge, pour protéger quelqu'un, pas pour se protéger lui, mais pour protéger quelqu'un d'autre. Et c'est la même chose aussi, je pense que dans les divorces, ce qui peut arriver aussi, c'est que l'un des deux parents pousse l'enfant à témoigner contre l'autre parent. Et c'est pour ça que certains juges refusent d'entendre les enfants, parce qu'ils ont perçu qu'il peut y avoir une manipulation de la parole de l'enfant, non pas dans l'intérêt de l'enfant, mais dans l'intérêt d'un des deux parents. Voilà. Donc c'est vraiment complexe, hein, c'est vraiment complexe. La culpabilité, le mensonge, enfin, ces sujets-là. Oui, alors c'est pour ça que moi j'ai une position un petit peu radicale qui est de dire l'enfant ment, dans quelle mesure est-ce que c'est notre problème? Et ça, on en revient à la question du cadre. Il y a une chose qui est importante pour moi dans mon cadre à moi, c'est de ne pas obliger l'enfant à parler. Si l'enfant n'a pas envie de parler, il n'a pas envie de parler, ça lui appartient, c'est très bien. Donc ça repose aussi sur ce choix. Et pour revenir à ce que vous disiez, il y a aussi plusieurs facteurs. Dans les stades de développement de l'enfant, jusqu'à, je ne sais plus si c'est 8 ou 9 ans, l'enfant, il voit le monde, il pense qu'il est le centre du monde, mais ce n'est pas de sa faute. Il a du mal à être dans l'altérité, dans son fonctionnement psychique. Et du coup, ça engendre un sentiment de culpabilité immédiat. S'il y a une comète qui tombe sur la Terre, il va penser que c'est parce qu'il a regardé le ciel. Mais ça, c'est dans sa maturité, en fait. C'est pas de sa faute. C'est pas de l'égocentrisme. C'est la façon dont lui, il perçoit ses interactions. Et donc, l'altérité, ça se développe un petit peu après. La deuxième chose, c'est que il y a de la culpabilité, il y a aussi de la honte. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. En psychanalyse, on parle beaucoup de culpabilité, on parle un peu moins de honte. Et pourquoi? Parce que la honte, on a honte d'avoir honte. Donc là, on voit bien qu'on est complètement enfermé. Et voilà, il y a besoin de se souvenir que la très grande majorité des auteurs de violences ou de maltraitance sont des victimes. Donc voilà, il y a le trauma aussi. Il y a le trauma qui inhibe, qui fait qu'on ne va pas pouvoir nommer une chose sans la revivre.
Et donc là aussi, pour vous, c'est une zone un petit peu d'attention à avoir et qui va aussi conduire à un enfant qui a été harcelé, on a fait passer une photo, on s'est moqué de lui, etc. S'exprimer là-dessus peut être une épreuve, peut revictimiser. Mais j'ai quand même envie de vous rassurer, la plupart du temps, ça se passe bien. Et même quand les enfants traversent des choses difficiles, ils sont tellement contents d'avoir quelqu'un qui sourit, qui ne dramatise pas, qui est empathique, qui va pas dans tous les sens en disant « Ah bon, mais alors, qu'est-ce qui se passe ?» Non, et il y a besoin d'afficher la stabilité, un peu comme, je sais pas si vous pratiquez la méditation, c'est intéressant quand on est médiateur. On est sur son coussin et on a envie de bouger et on a envie de parler, on a envie de téléphoner, et non, et on reste assis. Et c'est vraiment ça qu'il y a besoin de cultiver. Et franchement, les enfants savent très bien. Par exemple, moi, la dernière fois, j'avais une enfant, elle est arrivée, elle était assez... C'était la deuxième fois que je la voyais, il y a quelques mois d'intervalle, elle me dit « Ça y est, j'ai réfléchi, je sais, faut que je vive chez maman. » Et là, c'est les 3 premières minutes d'entretien, donc on se dit « Bon, ok, elle a été briefée sur la route, il n'y a pas de problème. » Ah, ok, très bien, d'accord. Donc, comment t'as pensé ça? C'est intéressant. Qu'est-ce que ça t'apporte et tout? On est curieux, c'est pas grave que ce soit manipulé ou pas. Elle en est convaincue à ce moment-là. Et donc, on part, on joue, on prend un goûter, etc. Et puis, à la fin, elle me dit non, mais en fait, je veux pas le dire. Et je dis bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? T'as changé d'avis ou tu veux pas le dire? Non, j'ai pas changé d'avis, mais je veux pas le dire. Ça veut dire aux parents, débrouillez-vous. Ça veut dire, en fait, j'en ai envie, mais au fond, je sais pas si j'en ai tellement envie. Parce que peut-être mon père ne m'aimera plus, je vais moins voir mes sœurs, je vais être toute seule avec maman qui est quand même finalement quelquefois un peu casse-pied. Et donc, c'est peut-être aussi d'avoir eu le temps de revisiter les conséquences de quelque chose qui était vraiment très, très fort chez elle. Et c'est en ça que le temps de cette audition, il est intéressant et ce non-jugement qu'on offre à l'enfant. Il reste 3 questions prévues, il reste 10 minutes, donc je vous invite à être très concis. Je serai concise. Dans les réponses. Donc je crois qu'il y a Franck, ensuite Anis et Xavier Vinet. Je crois que c'est Franck d'abord. Oui, je voulais revenir sur la question de la vérité qui a été soulevée par notre collègue tout à l'heure. J'ai entendu votre réponse en toute parole et digne d'être écoutée, mais vous avez évoqué aussi au tout début la question de votre statut de neutralité et d'impartialité. Donc j'aimerais savoir, en revanche, comment vous conciliez la question de la neutralité et de l'impartialité avec un mensonge éhonté qu'éventuellement vous décélériez. Ça m'est jamais arrivé. Mais encore une fois, moi, mon cadre, c'est le droit de participation de l'enfant. Je ne suis pas dans des cadres de droit pénal, etc. Et l'audition dont je vous parle, elle est au service de l'enfant. Donc, s'il ment et qu'il a envie de mentir, c'est lui le boss. Mais c'est mon cadre à moi. Donc, ça dépend si on est... voilà. Si on est en recherche de vérité, si on est en protection de l'enfant, ou en droit de participation de l'enfant, c'est des cas qui sont différents. Donc la neutralité, en effet, si un enfant ment, je vais chercher à clarifier pour lui, pas pour moi. Moi, la vérité, elle m'intéresse plus ou moins. Mais je vais chercher à clarifier pour lui, pour voir, je ne sais pas, en quoi c'est important pour lui de soutenir ça. Il fait ses arbitrages internes. Alors après, il y a des mensonges qui ont des conséquences et il y a des mensonges qui n'ont pas trop de conséquences. Quand c'est de savoir si je vais chez papa ou maman, l'enfant a le droit de faire ses arbitrages internes. Parce que là, on est vraiment dans la sphère de l'intérêt de l'enfant. Quand ça a des conséquences sur une condamnation, une exclusion ou je sais pas quoi d'une autre personne, c'est pas la même chose. Mais pour moi, je pense que c'est important de laisser l'enfant mentir, quitte à ce qu'après lui-même fasse le chemin à travers la confrontation, à travers les autres paroles, à travers quelque chose d'un accompagnement. Ce sont des postures qui ne sont pas forcément évidentes et qui, en effet, viennent faire effraction par rapport à nos valeurs. Ça, je ne dis pas que... Mais c'est la confiance qu'on peut avoir dans l'enfant. S'il fait ça, il ne le fait pas pour rien, en fait. Donc,
c'est de laisser une chance au mensonge de se clarifier si ça ne met pas l'enfant en danger. Parce que quelquefois, le mieux est l'ennemi du bien. Le mensonge peut protéger l'enfant. Donc, oui, c'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est le job des adultes. L'enfant qui a dans le déni, qui dit que non, c'est pas vrai. On vous en c'est sûr. Il peut être dans le déni ou il peut être dans l'amnésie ou la minimisation. Oui. Il me reste donc 6 minutes pour la dernière question. Et en plus, j'avais oublié Marie, qui me fait des signes désespérés. Donc, ça fait 2 minutes par question. Agnès, Xavier, Agnès, et ensuite Marie. Donc, je vais essayer. Merci beaucoup pour cette intervention qui est tout à fait passionnante. Je voudrais revenir sur les notions contradictoires de confidentialité versus signalement. Ouais. Est-ce que, quand vous posez le cadre, vous précisez aux enfants que s'il y a danger ou s'il y a violence, vous serez amené à faire un signalement, ou si vous ne le dites pas quand vous posez le cadre, est-ce que si vous êtes amené à le faire, vous en informez l'enfant préalablement ou dans un second temps? Alors moi, je commence par informer l'enfant. Je vais faire 1 minute par réponse, comme ça il y aura une question. Je commence par informer l'enfant qu'il a des droits fondamentaux. Je lui parle de la Convention internationale des droits de l'enfant. Je lui dis qu'il a le droit d'être en sécurité et que quand un adulte apprend qu'un enfant est en danger, il a l'obligation de le signaler. Je le fais un peu vague pour pas inquiéter l'enfant, justement. Donc je l'informe, mais je ne vais pas dire, tu sais, hein, si tu me dis que tu es maltraité, attention, je vais dire à la police. Alors là, on n'est pas sûr que... voilà. Mais donc, je l'informe de façon un peu large, et c'est toujours bon pour un enfant d'entendre parler de ses droits et de lui dire, ici, c'est toi qui t'exprimes, et tout, pour peu que ce soit le cadre. Voilà. C'était quoi? Et non, je ne préviens pas l'enfant du signalement, ni les parents, ni les avocats. Moi, j'ai entendu une formation d'un formateur qui disait il faut le dire à personne, mais pas à votre voisin de bureau et tout. Donc, je veux. Merci d'abord pour votre intervention très éclairante pour notre pratique. J'ai d'ailleurs une question à ce sujet. On est rarement, Claude l'a dit, mais de temps en temps saisi directement par des jeunes mineurs, collégiens ou lycéens, et je suis un peu embarrassé, moi personnellement, pour répondre. C'est-à-dire que, bien sûr, je prends en compte la demande, mais est-ce qu'on doit systématiquement, c'est ce que je crois, demander à ce que les parents signifient leur accord avec la saisine? C'est une question concrète. Et puis, et puis deuxième point qui est un peu différent, mais je suis toujours frappé d'entendre des parents qui nous rapportent des propos, des échanges qu'il y a eu entre un enfant, un élève et un chef d'établissement ou un CPE à l'occasion d'un problème de discipline. Et on sent que parfois les aveux sont extorqués, on sent qu'il y a des situations qui sont quand même pas toujours très claires. Un dernier tout petit point, moi dans un cadre annexe de bénévole, j'ai été amené dans le cadre de Médecins du Monde à travailler avec des mineurs non accompagnés. Et j'étais extrêmement frappé de voir les conséquences, parce que ces enfants, quand ils arrivent sur le territoire français, non accompagnés, ils sont pris en charge par une association qui doit vérifier leur minorité. Et très souvent, leur récit est entendu. Alors, je ne suis pas certain que les précautions que vous prenez dans votre pratique soient le cas dans ces cas-là. Voilà. Oui. Oui. Là, je pense que la question, vous pouvez la renvoyer à l'éducation nationale, c'est-à-dire quelle suite dois-je donner à un enfant qui a quelque chose à me dire, et que c'est intéressant de venir à l'écoute de ça pour savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est pas vous? Dans quel cadre? Pourquoi faire? Et là, il y a un petit travail préalable à poser pour vous aider et pour avoir une intervention qui soit sécurisante pour tout le monde. Et puis voilà, les aveux extorqués et tout ça, oui, ça c'est le quotidien des enfants malheureusement. Et le conflit d'intérêt avec leurs parents, c'est par rapport auquel il y a quand même des choses qui changent. Donc voilà. Simple fait que vous soyez là à l'écoute fait partie du changement. Question vraiment très à côté, mais moi je suis curieuse de la question d'enregistrement. Est-ce que ça vous arrive d'enregistrer ou pas? Vous ne prenez pas de notes, j'imagine, pour être dans la communication ou... Voilà, c'est juste ça. Alors, je n'enregistre pas parce que de toute façon, il n'y a que moi qui pourrais regarder et je n'aurai pas le temps. Je prends des notes comme en médiation, j'essaie de garder le contact visuel en prenant des mots-clés, tout ça, et puis après l'entretien, je complète mes notes. Il y a eu juste une fois où j'avais une jeune majeure qui était atteinte de handicap qui parlait à fond la caisse
Et je me suis retrouvée comme ça. Et donc, je lui ai dit, est-ce que je peux t'enregistrer pour faire retranscrire? Parce que là, sinon, je ne vais pas être avec toi. Et donc, elle m'a donné l'autorisation, parce que maintenant, avec les IA, on peut retranscrire. Et donc, j'ai eu la transcription tout de suite. Et du coup, après, pour préparer la restitution, c'était très commode. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je sais qu'il y a dans la salle beaucoup de frustration, qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Je reviendrai, hein. Si vous m'invitez, je reviendrai. Voilà, je pense qu'on sera amené à se revoir et à échanger sur nos pratiques. Merci beaucoup. Madame Decailleux a mis ses cours à la fac pour être avec nous. Je pense qu'on peut vraiment la remercier très chaleureusement. Ainsi que Marie-Christine Pugoli qui a permis cette rencontre. Merci.